Le courant pour une écologie humaine a pour ambition de prendre soin de toute la personne et de toutes les personnes. Son espérance est de relancer une dynamique vertueuse entre l'humain et son environnement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast où sont valorisées les initiatives et réflexions qui mènent vers un monde mieux relié et bienveillant. Bonjour Blaise Ronet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter en quelques mots s'il vous plaît. Je suis l'animateur d'un lieu qui s'appelle le Club des Poètes, qui a été créé par mon père, le poète Jean-Pierre Ronet, qui était un ancien de la Résistance et qui, après la guerre, a décidé de consacrer sa vie à transmettre son amour de la poésie. Donc, je suis une personne dont la vie s'attache à essayer, comme le disait mon père, de rendre la poésie contagieuse et inévitable. Je suis donc une personne, en quelque sorte, qui a reçu quelque chose et qui essaie de le transmettre. Voilà. Commençons donc par le commencement Blaise Ronet. Qu'est donc ce fameux club des poètes? Où est-il situé et quelle est son histoire? Alors, le Club des Poètes, donc, il a été créé en 1961. Mon père a vécu une résistance très, très engagée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était très jeune, il avait 15 ans et demi. Il est parti d'abord en Haute-Savoie, ensuite dans le Vercors, ensuite dans les Glières. Il a été prisonnier de Klaus Barbie, il a réussi à s'échapper. Et puis après la guerre, il a décidé qu'il allait mettre son énergie au service de la poésie parce qu'il lui semblait, je crois, qu'elle était susceptible de construire des relations plus fraternelles entre les personnes. Donc je crois que c'est un peu le sens de sa vie. Il a commencé par créer une maison d'édition qui s'appelait Les Jeunes Auteurs Réunis. Ensuite, il a fait de la radio, d'abord avec un des fondateurs du surréalisme, Philippe Soupeau. Et ensuite, il a eu son émission personnelle à la radio et à la télévision, avec toujours ce désir donc de rendre la poésie contagieuse et inévitable, et donc d'aller vers le public le plus vaste qu'il était possible pour leur faire connaître les grandes voix de la poésie de tous les pays et de tous les temps, c'est-à-dire les grands classiques du monde, et puis aussi, bien sûr, la jeune poésie qui est en train de s'écrire, parce que c'est ça une tradition vivante, c'est quelque chose que l'on reçoit et que l'on fait vivre à travers sa propre création. Donc c'est un lieu qui se trouve au 30 de la rue de Bourgogne à Paris, où on ouvre nos portes du mardi au samedi à partir de 19h, où on accueille tout un aréopage de beaucoup de jeunes gens, mais pas que des jeunes gens, beaucoup de personnes qui sont des amoureux de poésie, des passionnés de poésie. On ne va pas au Club des Poètes par hasard, c'est une rue qui n'est pas passante le soir, et mais par contre, il y a des gens qui convergent vers nous depuis tous les coins de Paris et même de banlieue, parce qu'ils ont besoin de cette nourriture spirituelle qui est la poésie. Alors, racontez-nous, Blaise Ronet, qu'est-ce qui s'y passe dans ce club des poètes? À quoi ressemble une soirée dans ce fabuleux endroit que vous animez? Donc, on ouvre à 19h. À 19h, les gens peuvent prendre un verre, peuvent dîner s'ils le souhaitent. Ce sont des prix tout à fait raisonnables, je crois. Et puis, à partir de 21h, on éteint toutes les lumières, on allume les bougies, on allume le projecteur. Et puis, il y a des personnes donc, qui se succèdent et qui disent des poèmes, toujours connus par cœur, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important dans la vie du lieu. C'est cette idée qu'on se rattache à la tradition de transmission orale de la poésie et que donc on n'utilise pas le livre comme une espèce d'objet entre nous et les personnes qui écoutent. Tout ce que nous disons, nous l'avons appris d'abord. Et si nous avons le désir de recevoir l'attention du public pendant un petit moment de sa vie, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire qu'une personne va nous consacrer un petit moment pour nous écouter, eh bien nous-mêmes, on a préparé ce moment-là. On a appris par cœur, on a travaillé les poèmes, on les a répétés entre nous. Il y a une personne qui dit quelques poèmes et ensuite on fait une pause pour que les gens puissent discuter entre eux. C'est pas comme un spectacle de théâtre, c'est-à-dire que dans un spectacle de théâtre, les gens sont assis, il y a un entracte, ils sortent, ils se rassoient, ils attendent la fin et c'est terminé. Nous, il y a un échange continuel entre les personnes qui font vivre le lieu et les personnes qui viennent. Et puis aussi, souvent, des personnes qui sont venues comme ça une première fois écouter, eh bien, ils ont eu le désir de eux-mêmes apprendre des poèmes, puisque ils ont le sentiment qu'on peut s'ouvrir de cette manière-là avec confiance vers l'audience du Club des Poètes, puisque les gens sont bienveillants, les gens ne sont pas là en train de vous juger, et les gens sont à l'écoute de ce que vous pouvez leur offrir. Et il est très important de dire que la poésie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, puisque le poète parle de sa vie intérieure, de sa vie sensible. C'est un moment en quelque sorte solennel et sacré de ces moments de partage. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est vécu, puisqu'il y a une très très bonne écoute. Les gens écoutent avec beaucoup de ferveur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a que des poèmes tristes ou religieux, c'est pas du tout le cas. Il y a aussi une poésie amusante, il y a aussi une poésie fantaisiste, il y a aussi une poésie complètement originale et déconcertante. Mais en tout cas, toujours dans la démarche du poète, il y a l'envie
de transmettre ce qui lui est le plus précieux, ce qui lui est le plus personnel. Je crois que le public le comprend très bien parce que les personnes qui viennent, eh bien, ils écoutent ça avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. J'aimerais revenir un instant sur cette singularité de la personne qui récite le poème, qui en rejoint l'éternité. Je trouve ça vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment finalement déclamer un poème? Si on me demande comment il faut faire pour interpréter des poèmes, je dirais que le plus simple est le mieux en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on dit un poème, l'idéal c'est qu'on parvienne à faire oublier qu'on est en train de dire un poème. Donc il faut qu'on soit dans le langage de la parole la plus familière, c'est-à-dire que la personne qui nous écoute ait le sentiment qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est en train de leur dire quelque chose et que ce quelque chose les concerne personnellement et que c'est une parole qui n'est pas un objet comme le serait une statue ou un tableau, mais que c'est vraiment quelque chose qui s'échange entre deux personnes et qui ouvre un dialogue. Il faut essayer de faire vivre en soi cette singularité du poète, cette intimité du poète, et donc d'être capable de recevoir en soi les émotions que le poète véhicule à travers son poème, que le poète a ressenti, que le poète a désiré exprimer, et qu'on doit reconnaître en soi-même de manière à pouvoir les restituer. Et la personne qui va écouter, bien sûr, eh bien, elle va recevoir cette expression de l'intimité du poète et paradoxalement, elle va la reconnaître comme étant sienne. De même que l'interprète lui-même fait vivre l'intimité du poète. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est Bachelard, il a dit ceci qui est très beau. La poésie, c'est l'art du souffle. Et en fait, quand on y réfléchit, quand on dit un poème, on s'approprie la manière de respirer de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est peut-être né il y a 400 ans ou il y a 20 ans, et qui donc nous offre ce texte. Et ce texte, il est construit, la syntaxe, le vocabulaire, tout habille une façon de respirer, un rythme intérieur, un rythme vital. Quand j'apprends un poème, d'une certaine manière, pendant quelques minutes, je respire avec Alphonse de Lamartine ou avec Louis Aragon ou avec un jeune poète qui m'aura demandé d'apprendre son poème. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose d'intellectuel, ou du moins pas uniquement d'intellectuel. C'est quelque chose qui est très vivant et qui est en quelque sorte organique. Vous l'avez dit, de nombreux bénéfices sont offerts par les poètes et la poésie, et parfois même au plan purement pratique. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de ces bienfaits très concrets apportés par la poésie? Alors disons que je pense que la société actuelle nous habitue à ne pas solliciter notre attention dans la durée, qu'elle nous habitue en fait à jongler, à passer d'une image à l'autre, d'une opinion à l'autre. On passe rarement du temps pour essayer de saisir ce qu'une personne veut vraiment exprimer. Beaucoup de grands artistes ont dit ceci, que quand on avait accès à une œuvre importante en matière de poésie ou de philosophie par exemple, eh bien il fallait la remâcher. Ce que disait Nietzsche, il disait qu'il était un ruminant, comme un ruminant, c'est-à-dire que quand il lisait Spinoza ou qu'il lisait Schopenhauer, il le lisait, il le relisait, il le relisait, et il passait beaucoup de temps avec l'auteur. On est dans une société avec une certaine forme de zapping, et justement la poésie c'est le contraire de ça en fait. Moi il y a des poèmes que j'entends depuis que je suis petit. Il y a même un certain nombre de poèmes que j'ai appris uniquement en les écoutant, c'est-à-dire que je n'avais pas vu sur un livre, mais à force de les avoir entendus depuis que je suis petit, je les sais par cœur. Moi, j'adore ce mode de transmission. Il y a plein de jeunes gens qui viennent au club actuellement, qui apprennent certains poèmes, parfois sans même les lire. Beaucoup, bien sûr, souvent les lisent, mais j'ai des amis qui ont fini par connaître pratiquement tous les poèmes que je disais, parce que c'est comme ça les passionne et qu'ils écoutent avec beaucoup d'intensité, et que moi je dis souvent des poèmes et parfois les mêmes, eh bien, ils ont appris les poèmes comme ça. Donc, je crois que ce que ça nous apprend, c'est une attention à l'autre, en quelque sorte, une attention à la personne qui est en face de soi, et un désir de prendre le temps de connaître et de comprendre. Blaise Renet, c'est une question qui demanderait certainement plus de temps, mais quelle définition donneriez-vous de la poésie? C'est très difficile de dire ce qu'est la poésie, puisque la poésie se renouvelle sans cesse, et qu'il y a certaines formes qui ont été utilisées au XXe siècle, par exemple, qui étaient tout à fait imprévues dans l'itinéraire de la tradition poétique. Pour moi, ce qu'est la poésie, c'est la capacité qu'a quelqu'un de vous faire entrer dans son jardin intérieur. Voilà. Ça, c'est ma définition de la poésie. Quelqu'un qui trouve un agencement de mots, une manière de dire, qui fait qu'elle vous donne les clés pour pénétrer
dans votre jardin intérieur et pour vivre un moment au souffle et au rythme de votre imagination, de votre pensée la plus intime, de ce que vous êtes finalement fondamentalement. Est-ce que vous diriez que tout le monde peut faire de la poésie ou écrire de la poésie, ou est-ce qu'il y a quand même un certain type de personnalité ou d'attention au monde qui sont nécessaires pour cette pratique? Ça, c'est un vaste débat parce que c'est un débat pratiquement éternel de savoir si les choses sont innées ou elles sont acquises. Horace, le poète latin, disait on est poète, puis d'autres penseront que c'est selon son histoire, selon son désir, selon ses rencontres qu'on peut être tourné vers la poésie. Donc, qui peut dire ce qu'il doit à, à ce qu'il était en naissant et puis ce qu'il doit à ce qu'il a reçu depuis sa naissance. Ça me semble impossible de répondre à cette question. Mais je sais seulement qu'il y a effectivement des gens qui sont très tôt habités par le besoin de partager et d'exprimer ses pensées et ses images les plus sensibles. Donc, si vous voulez, je ne crois pas que ça soit uniquement, c'est pas quelque chose de laborieux la poésie. C'est pas quelqu'un qui va se dire bon, je vais écrire 45 sonnets par jour et je vais devenir poète. Non. C'est une ouverture vers le monde, une manière d'être au monde d'abord, qui fait que après, on est tourné vers cette forme d'expression particulièrement sensible. Notre revue, on a une revue de poésie, elle s'appelle Vivre en poésie. Parce que la poésie, ce n'est pas simplement une question de mots couchés sur du papier. C'est aussi une manière d'imaginer les relations avec les autres, une manière aussi de vivre sa liberté et sa fantaisie personnelle quand on va à la rencontre des autres. Mon père disait, elle est l'antipolluant de l'espace mental, le contrepoids et le contrepoison d'une existence qui tente à faire de nous des robots. Alors justement, je vous réponds, la poésie est l'antipolluant de l'espace mental, le contrepoids et le contrepoison d'une existence qui tend à faire de nous des robots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette expression? En quoi est-ce que la poésie peut participer à sauver notre humanité finalement? La poésie, elle ouvre à l'échange ce que nous avons de plus vrai en soi-même, en nous-mêmes, comme elle nous fait nous rencontrer dans ce que nous avons de plus singulier. Elle est la manifestation de cette libre fantaisie que nous possédons chacun et qu'on a tendance à dissimuler. On est dans une société qui est extrêmement mécanique, où la raison devient en quelque sorte folle par moment, c'est-à-dire qu'elle entre dans des espèces de considérations de plus en plus illimitées, avec le souci de comprendre, de saisir, de posséder tout ce qui nous entoure, sans laisser place, en quelque sorte, à des moments où, en fait, où on échappe à tout désir de contrôler le monde. Alors, mon père disait ceci aussi, qu'elle permet d'échapper à l'implacable et véloce loi du profit. Donc, tout ça pour dire que on est dans une société où la raison s'affole, en quelque sorte, s'emballe dans son désir de tout saisir, de tout comprendre, de tout posséder. Et la poésie, c'est une respiration par rapport à ça, c'est accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas vocation, comment dirais-je, à être ni rentables, ni utiles au sens habituel du terme, c'est-à-dire instrumentalisables en quelque sorte, qui sont juste quelque chose de gratuit, l'expression gratuite de quelque chose que l'on ressent ou qu'on a besoin de dire. Naturellement, cela change tout à fait les relations entre les êtres humains parce que on les voit plus comme des personnes qui ne sont que des outils, mais on les voit comme des âmes infinies. C'est ce que disait d'ailleurs une poétesse qui s'appelle Sophie de Mello-Breiner, je crois qu'elle est portugaise. Elle disait que la spiritualité s'était réfugiée dans la poésie à l'heure actuelle et que, en fait, bon, les gens maintenant se méfiaient beaucoup des religions, tout ça, etc., et pour des raisons qu'on connaît, mais que la poésie, elle faisait vivre cette part de nous-mêmes qui est en quelque sorte la foi dans la singularité infinie de notre âme. Le fait que voilà, on n'est pas, on a beau être promis à la mort, on a beau parfois donner l'impression qu'on peut être résumé par quelques actes qu'on fait dans la journée, quelque chose utile qu'on fait, eh bien, il y a quelque chose au-delà de ça. D'ailleurs, je crois que de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle, ça va être intéressant pour ça parce que ça va montrer que il y a un au-delà de cette appropriation du monde par des raisonnements mécaniques et que ça, c'est la part, en quelque sorte, je ne sais plus comment disait Yankelevitch, il disait le presque rien, enfin, quelque chose d'ineffable, quelque chose d'indicible, mais qui est le tout, en fait, qui est la chose importante en réalité. Et la poésie, c'est ça qu'elle fait vivre. Donc, je crois que de ce point de vue-là, elle est bien sûr très importante parce qu'elle nous donne ce sentiment
que l'être humain n'est pas qu'un conglomérat de matière qu'on peut utiliser pour produire. Mon père disait l'homme qui fait entrer des hommes dans son calcul. L'homme qui fait entrer des hommes dans son calcul. Celui qui dit à celui-là, mettez-moi 1500. Enfin, vous voyez, ce genre de rapport à l'humain qui est devenu très courant. On peut trouver cette dénonciation chez les poètes, je veux dire. Par exemple, chez Lorca, il dit il n'y a qu'un million de forgerons qui forgent des chaînes pour les enfants à venir. Il n'y a qu'un million de menuisiers qui construisent des cercueils sans croix. Donc on est dans un truc d'efficacité, mais en fait, ce truc d'efficacité, il se jette dans la mort. Donc en fait, on produit des choses, on s'agite, mais en réalité, en définitive, tout ça passe à côté de ce que la vie a de précieuse. Et puis aussi, je voulais faire une autre citation à laquelle me fait penser souvent Lorca quand je dis ce passage de Lorca. C'est la citation de Rilke qui dit ils vont au hasard, avilis par l'effort, de servir sans ardeur des choses dénuées de sens. Ça, c'est dans un livre qui s'appelle, dans un poème qui s'appelle Le livre de la pauvreté et de la mort. Il dit ça, c'est un truc que j'ai lu quand j'avais 20 ans et qui m'a jamais quitté. Blaise René, vous avez dû voir passer de belles histoires dans le Club des Poètes. Avez-vous effectivement pu observer des personnes qui ont été bouleversées d'une façon ou d'une autre par la poésie? On a des personnes qui arrivent au Club des Poètes, parfois, qui sont des personnes qui ne trouvent pas d'abri dans le monde, dans la société telle qu'elle est. Dans le monde tel qu'il est, alors souvent ce sont des jeunes gens, parce qu'ils arrivent donc comme on peut être quand on est jeune, c'est-à-dire plein de rêves, plein d'espoir, plein d'imagination, et puis on se retrouve confronté à une société qui veut faire de nous un outil. Et donc tout d'un coup, donc, toute cette beauté qu'on percevait en soi, quand on était enfant, quand on était dans sa contemplation du monde, dans sa découverte du monde, eh bien la société tient absolument à la contenir, à la restreindre, pour faire de vous quelque chose qui est utile uniquement à ce que la société poursuive son chemin dont on ne sait vers où il va et qui semble par moments un peu fou. Alors ces gens-là, ils arrivent au club. Ah, ils arrivent d'abord pas par hasard, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le club c'est une rue perdue dans le 7e arrondissement. Donc on n'arrive pas au club des poètes parce qu'on se promenait dans la rue de Bourgogne. Parce que personne ne se promène dans la rue de Bourgogne le soir. Il n'y a personne. Et donc ils viennent parce que certains mots ont fait écho en eux, ou qu'ils ont écouté Verlaine, qu'ils ont écouté Rimbaud, qu'ils ont écouté Saint John Perse, qu'ils ont écouté René Char, et puis ou qu'eux-mêmes, ils ont eu besoin d'exprimer des choses, ils sont tombés amoureux, ils ont eu envie d'écrire à quelqu'un, etc. Et donc, petit à petit, ça les a rapprochés du club. Alors souvent, c'est des gens qui vivent ça très personnellement, c'est-à-dire très secrètement en quelque sorte. Ils sentent ce malaise-là, ils sentent qu'il y a des phrases, des mots qui répondent à ce malaise-là, qui les, en quelque sorte, leur donnent le sentiment qu'ils ne sont pas complètement fous, qu'il y a des gens qui ont vibré comme eux, mais ils n'ont pas eu l'habitude de le vivre avec d'autres gens. Ils l'ont vécu avec Rimbaud, si vous voulez, mais Rimbaud, il n'est plus là, mais pas avec leurs voisins. Parce que c'est une partie intime de soi. Et que pour en témoigner, pour en manifester, il faut montrer sa vulnérabilité. C'est ce que je trouve très beau dans l'itinéraire de mon père, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment, quand il était très jeune, la plus grande brutalité des relations humaines, puisqu'il a vécu la guerre, et que ça ne l'a pas endurci. Ça l'a au contraire amené à être très ouvert par rapport aux autres et à avoir envie de faire vivre des relations d'un autre type avec les gens. Alors ces personnes-là, elles arrivent et souvent, comme moi j'ai l'œil pour ce genre de personnes, et c'est, je dirais, je crois, l'essentiel de mon activité au club, je vois les gens qui ont un bel univers intérieur, qui n'osent pas la dévoiler, et qui au début, et souvent, c'est les plus humbles, c'est les plus en retrait, c'est ceux qui se montrent le moins. Et moi, mon rôle, c'est de voir ça et de me dire, cette personne-là, elle a des choses à donner, elle a des choses très belles à donner. Et petit à petit, donc, de donner confiance aux personnes comme ça, aux personnes, de sorte qu'ils commencent à dire des poèmes, à exprimer ce qu'ils sont, à partager avec les autres, ils commencent à être en confiance avec les autres, puisque la poésie, elle induit des rapports qui sont des rapports fraternels, sauf bon, pour les gens qui se complaisent dans la position du poète maudit et incompris et qui y tiennent absolument. Mais le poète, normalement, s'il souhaite partager sa parole poétique, c'est bien qu'il est tourné vers les autres et qu'il est ouvert vers les autres. Sinon, à quoi bon? Je veux dire, ce qu'il a l'intérêt? Dans ce cas-là, il n'a qu'à se parler tout seul. Et les gens finissent petit à petit à s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls, en fait, qu'il y a des gens qui vivent de la même manière qu'eux. Et ils commencent à dire des poèmes, ils commencent à en écrire des fois, et tout d'un coup, on s'aperçoit que toute cette richesse qu'ils ont en eux s'exprime.
et qu'ils ont beaucoup à donner. Voilà, et ils donnent beaucoup et le club reçoit tout ça. Et eux, bien sûr, eh bien, ils rencontrent des personnes, ils rencontrent l'amour parfois. De ce point de vue-là, oui, je pense qu'on peut dire que leur vie change. Le club a un ami qui était un ami de mes parents et qui est devenu un ami à moi par la suite, mais qui est quelqu'un qui est maintenant bien âgé, qui s'appelle Michel Dancel. Et Michel Dancel avait rencontré en fait mes parents quand il avait 16 ans et que mes parents avaient une vingtaine d'années et qu'ils avaient monté les Jeunes Auteurs Réunis, qui était une maison d'édition qui rassemblait des jeunes gens qui allaient à la rencontre du public, qui organisait de temps en temps des petits scandales pour faire parler de poésie et qui partait, par exemple, l'été sur la Côte d'Azur pour aller embêter les gens avec des poèmes sur les plages ou des trucs comme ça, etc. Et eux, c'était une espèce d'aréopage de gens sympathiques et fantaisistes comme ça qui se rassemblaient. Et lui, à ce moment-là, donc il était plus jeune qu'eux, il était fugueur parce que il s'entendait pas du tout avec ses parents, tout ça, etc. Et il a été rencontrer les Jeunes Auteurs Réunis, donc mes parents, et il leur a dit: «Est-ce que je peux venir avec vous?» et tout, etc. Mon père a dit: «Non, c'est pas possible, tu as 16 ans, je veux dire, tu peux pas te barrer de chez tes parents comme ça, et puis pas leur donner de nouvelles et venir avec nous. Donc ce qu'on va faire, on va appeler tes parents, moi je vais discuter un peu avec eux, et s'ils sont d'accord, tu vas faire un chemin avec nous, tu vas faire un bout de chemin.» Et c'est ce qui s'est passé. Et donc mon père a appelé les parents ont compris un peu, c'était pas des gens idiots, ils ont compris, ils ont dit: «D'accord, bah écoutez, qu'ils restent un peu avec vous.» Mon père les a mis en confiance. Et puis par la suite, Michel Dancel a écrit que, ce que mon père lui avait appris avec les Jeunes Auteurs Réunis, c'était l'existence d'une marge positive. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être drogué, alcoolique, fou pour refuser la structure, mécanique de cette société, qu'il fallait essayer de se trouver des biais pour y échapper, mais sans se détruire. J'ai un ami qui s'appelle Hassan, qui est un passionné de poésie extraordinaire que je ne connais pas depuis très longtemps, je le connais depuis 3 mois. Il a débarqué au Club des Poètes, j'étais en train d'essuyer des vers, il a commencé à me dire des poèmes. Donc il arrivait de Constantine en Algérie, et il a commencé à me dire des poèmes sans s'arrêter. Il me disait même pas qui il était, je ne savais pas qui c'était. Il me disait des poèmes. Et on a tellement bien sympathisé que maintenant, il habite dans la petite pièce au-dessus du Club des Poètes. Et ce garçon, hier ou avant-hier, me disait: «Oui, moi je ne bois pas, je ne fume pas, etc. Je m'habille bien et tout ça, parce que je ne veux pas que la société soit victorieuse contre moi. Je veux pas me détruire devant cette société.» Demandez ce qu'apporte le club. Eh bien, il apporte des rencontres sensibles entre des personnes qui ont les mêmes désirs, le même désir d'échapper comment dirais-je, à l'enfermement d'une société qui voudrait faire d'eux des outils. Et puis aussi, bien sûr, la possibilité d'exprimer ce qu'on est, puisque c'est ce que fait le poète, il exprime ce qu'il est. C'est ça l'enseignement de la poésie. Les personnes s'aperçoivent vite que ce qu'on désire, c'est les voir être eux-mêmes et non pas les voir être comme nous du tout. Voilà. On sait, à travers ce que vous dites, que la poésie dans votre famille, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce qui fédère, ce qui en fait le ciment aujourd'hui et qui la rend vivante. Mais comment vivez-vous cette transmission que vous offrez aux gens? Pourquoi est-ce si important pour vous de transmettre cet héritage de votre père? Bien sûr, le fait de recevoir l'expression de la beauté quand on est jeune, c'est une expérience très importante et qui nous attache en quelque sorte à souhaiter vivre dans cet amour-là tout au long de sa vie. Et je crois que tous ceux, jeunes gens qui ont eu la possibilité d'être plongés dans un milieu où les beaux gestes, les beaux sentiments et les belles paroles sont exprimés. Et quand je dis beau, c'est pas simplement une question d'esthétique, c'est une question de justesse dans le geste, dans la parole et dans l'expression de ses émotions. On peut, quand on a été touché par ça, avoir le désir de vivre avec cela et de faire vivre cela. Et pour ça, presque par la force des choses, on a besoin de se créer un écosystème qui permette d'avoir ces échanges autour de soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour ce qui concerne comment je conçois la transmission, je dirais que je ne la conçois pas d'une manière intellectuelle, dans la mesure où c'est comme la croissance d'un arbre, où c'est quelque chose qui se nourrit du passé et va vers l'avenir. Alors je n'ai pas, par exemple, une vision très précise de ce que va devenir le Club des Poètes, mais quand je pense à ça, je pense à
à ce passage dans un poème de Paul Verlaine où il parle d'une femme et il dit: «Car elle est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre». Et donc je crois que ça, c'est aussi, ce qu'est une, tradition qui, comme une personne vivante, fait vivre un esprit qu'il reçoit, mais sans avoir, comment dirais-je, le désir de le contraindre à rester fidèle à cet esprit au sens trop contraignant du terme, mais ça se fait naturellement, en fait. Le club, par exemple, je me dis jamais, «Oui, ah non, ça c'est pas possible». Je sens les choses, je les fais vivre. Bon, il y a des choses effectivement qui sont pas pour le club. Par exemple, on va pas mettre de la chanson de variété au club ou on va pas, mettre des discours politiques au club, enfin c'est pas le lieu. Mais par contre, je veux dire le club des poètes change constamment de visage, mais reste la même personne en quelque sorte. Et pour ce qui est de son avenir, tout ce que je peux dire, c'est que c'est toujours la jeunesse qui est le centre le plus vital de ce lieu et que là, par exemple, ma femme et moi avons un fils qui s'appelle Timothée. Eh bien, mon fils, s'est pris, d'amour pour ça et il édite une revue qui s'appelle Urgence. Alors c'est très marrant parce qu'il édite une revue qui s'appelle Urgence de poésie et mon père, dans les années 80, avait créé une petite radio de poésie qui s'appelait État d'urgence. Mais ça, Timothée, il le savait pas et quand il a créé sa revue, il l'a appelée Urgence et il rassemble tous ses copains, des tas de jeunes, voilà. Donc je crois qu'il y a pas de souci à se faire. Pour ça, quand les gens disent: «Oui, mais vous pensez pas que, on est dans un monde où il y a plus de poésie, où les gens refusent la poésie?» Moi, je dis: «Non, je pense pas ça du tout». Je vois que des gens qui sont affamés de poésie, qui ont le désir d'écrire, de découvrir et je crois que c'est très vivant dans le cœur de l'homme. Alors après, il y a tout un brouhaha, des gens qui mettent beaucoup d'argent pour que les gens écoutent des conneries tout ça, etc., à la télévision, à la radio, sur Internet. Donc effectivement, il y a des forces en présence, les forces de la rentabilité, qui n'ont aucun intérêt à ce que les gens deviennent plus sensibles, plus intelligents, plus curieux, parce que ce qu'ils veulent, c'est leur vendre la même chose à tous. Donc il faut qu'ils soient au contraire le moins possible curieux, le moins possible nuancé. Mais par contre, je pense qu'il est très clair pour moi que la poésie est très vivante. Et en disant ça, je pensais à un jeune ami à moi qui maintenant est un petit peu moins jeune, mais qui vous parliez de comment les vies peuvent changer, et qui était un garçon, quand je l'ai connu, qui devait avoir une vingtaine d'années. Il était apprenti mécanicien, mais il avait été touché par le doigt de la muse, par le besoin d'écrire, par le besoin de la poésie. Alors, c'était pas tellement son environnement, c'était pas tellement sa famille, mais lui, c'était très important pour lui. Et ce garçon, il est venu au club, on est devenus très amis. Et puis, un 13 février, je crois, si je ne me trompe pas, il a rencontré la femme qui allait devenir sa femme. C'est ma femme à moi qui lui a dit tu devrais raccompagner Lila en voiture quand même. Elle est toute seule dans Paris, elle est nouvelle, elle connaît pas, elle laisse pas partir comme ça, quoi. Et lui, il était tout content parce qu'il avait envie de la raccompagner, mais il était très timide. Il l'a raccompagnée, maintenant ils ont des enfants et tout. Blaise René, pour clôturer cet échange, est-ce que vous nous feriez le cadeau d'une poésie ou d'un poème? Ah oui, bien sûr. Je vais vous dire un poème de mon père, puisqu'on en a beaucoup parlé, et qui s'appelle Épitaphe, qui est un poème que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai donné le nom du premier vers comme nom d'une anthologie que j'ai publiée il y a peu de temps, des poèmes de mon père. Elle s'appelle Je ne suis né que pour quelques poèmes. Et c'est extrait du poème Épitaphe qui est comme ça. Je ne suis né que pour quelques poèmes. Ma vie n'existe qu'en plein chant. Je les portais du bout des temps et je chantais à perdre haleine. Je discourais d'amour la nuit au pied des arbres et la nuit m'accueillait et la forêt m'aimait. Je ne veux sur ma tombe ni le fer ni le marbre, mais je souhaite un ruisseau et quelques roitelets. Je ne veux rien sur ma dépouille, rien qui puisse me rappeler, rien qu'un peu d'eau pour les grenouilles et quelques enfants à jouer. J'aimais tant le chant des grenouilles, glissant l'anneau d'or de l'été, et les enfants, mal décoiffés. Je ne suis né que pour quelques poèmes, qui même m'oublient, par amour de moi. Rien n'est plus urgent que la vie qui fuit entre nos doigts. Voilà. Mille merci, Blaise René, pour ce témoignage captivant. À travers vos mots, la poésie sonne comme une échappée salvatrice, un instant de pause où nous apprenons à cultiver la beauté du monde, au même titre que les relations humaines. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter, vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!